Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S912 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 28 novembre 2024. Cette émission vous est présentée par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Pierre-Marie Salomès du magazine Chasseur d'images et Mathieu Lepage de la boutique Camara de La Roche-sur-Yon pour cette discussion autour de la construction d'un parc optique. Alors, sauf si vous avez des moyens financiers conséquents, la construction d'un parc optique en photo ou en vidéo d'ailleurs se fait dans la durée. On commence généralement avec un, peut-être deux objectifs, puis au fil du temps, des opportunités, des envies et même des besoins, on va venir compléter son parc avec de nouveaux objectifs. Il y a donc naturellement une stratégie à penser et à mettre en place autour de son parc optique. Et on entend souvent les réflexions suivantes. On dit que dans la quête de la meilleure qualité d'image, l'optique tient une place primordiale. On dit souvent aussi que les boîtiers passent, mais que les optiques restent. Et on dit aussi souvent que les optiques se dévalorisent beaucoup moins vite que les boîtiers. Première question pour toi, Pierre-Marie. Quelle place tient l'optique finalement dans la qualité d'une image, qu'elle soit d'ailleurs photo ou vidéo ? La place de l'optique, elle est principale, puisque c'est elle qui va récupérer les rayons lumineux, on va dire, pour parler simple. Par contre, à l'époque du numérique, maintenant, il y a aussi derrière le capteur. L'optique, c'est un couple. Maintenant, on travaille plus par couple. Avant, c'était la même chose. On pouvait mettre un film dans un appareil et de la qualité du couple, objectif plus film, dépendait le résultat que l'on avait. Là, maintenant, le problème, c'est que c'est lié à l'appareil. Un appareil a son capteur, on ne va pas le changer. Donc, on travaille. Je pense qu'il faut considérer toujours cette histoire de couple, quand même, qui est importante dans la photo actuelle. Je parle en photo vraiment numérique. Mais est-ce que c'est vrai, du coup, de dire que l'optique est quand même la signature, que c'est elle qui va apposer une patte, vraiment ? Oui, c'est bien sûr, puisque c'est le capteur, lui, il est derrière, il fait son boulot de capteur, il reçoit les photons, il reçoit la lumière, il s'est transformé en une image. C'est sûr que la signature est apportée par l'optique, mais il faut quand même faire attention, parce que derrière, le traitement de signal, il est phénoménal. Même les gens qui se disent « moi je suis un puriste, je travaille en RAW », le RAW est déjà retravaillé de toute façon par les marques, par les fabricants, par les fondeurs de capteurs, par tout ça. Donc la signature est vraie, la signature de l'optique, bien sûr, parce que c'est celle que l'on peut le plus contrôler, ne serait-ce que par l'ouverture, par le fait d'avoir des filtres, par le fait d'avoir une signature d'optique qui est caractéristique. Mais par contre, derrière, il y a quand même aussi la signature du capteur. Mathieu, c'est compliqué un peu intellectuellement pour les novices finalement de voir que les optiques peuvent dans certains cas coûter plus cher, voire beaucoup plus cher que le boîtier en lui-même. Non, c'est pas la même quantité de travail après. Enfin, tout dépend comment aussi tu aperçois les appareils photo aujourd'hui. Les appareils photo aujourd'hui, c'est un capteur, un processeur et c'est des lignes de code qu'on va acheter qui vont apporter une accessibilité ou pas à ton appareil, des performances. Et je trouve ça parfaitement normal d'acheter des appareils photo numériques plus entrée de gamme. Là, on a parlé vite fait là, du XM5 de chez Fujifilm, et après de coller dessus une excellente optique. Je pense plutôt qu'en fait l'objectif ça va être une question de prise en main. Et mais pour revenir, enfin excuse-moi, je quitte ta question là, mais Mais c'est pas grave. non, mais c'est normal au contraire de mettre des sommes d'argent des fois plus importantes sur l'objectif. Par contre, il faut être bien sûr quand tu fais ça, quand même. Un peu d'expérience est nécessaire quand même. Et par contre, est-ce qu'on peut toujours dire, j'ai longtemps été d'accord avec cette idée que tu as énoncée, Arthur, que les boîtiers passent, les optiques restent. Longtemps, ça a été vrai, surtout en réflexe. Est-ce qu'aujourd'hui, en hybride, c'est toujours vrai quand on voit les mises à jour de firmware régulières qui existent ? Bon, sur des boîtiers plus haut de gamme, on est d'accord, mais on peut considérer aujourd'hui peut-être qu'un R5, un Z8, on va le garder plus longtemps que on aurait gardé à l'époque un 5D Mark III, je sais pas, ou un D810 par exemple. Est-ce que c'est vrai ça ? Mais pour moi, c'est entièrement vrai parce que il faut pas oublier quand même que le réflexe numérique, malheureusement, alors c'est un peu l'image que j'ai. Je suis un petit peu jeune dans le milieu de la photo, mais pour moi, le réflexe numérique n'a été qu'un essai pour vraiment arriver à l'hybride.
Transition un peu. Voilà, pour moi, c'était vraiment le vrai produit de transition. Après, aujourd'hui, quand on voit la construction des capteurs, quand on voit ce qu'on a aujourd'hui comme qualité avec les capteurs, là, moi, je reste dans l'idée qu'aujourd'hui, on peut garder les boîtiers beaucoup plus longtemps. Après, quand on s'intéresse vraiment technologiquement à un appareil photo, comment il est fait, pour citer par exemple le Sony Alpha 7 III, par exemple, les gens ne se rendent pas compte que c'est un appareil photo qui est très vieux, mais qui est encore hyper performant. 2018, hein, je crois. Ouais, bah oui, 2007-2018, c'est ça. Mais même le capteur qui est dedans, il est vieux, hein. C'est un capteur qui existe depuis très longtemps sur le marché, qui a été surdéveloppé. Et en fait, c'est juste un très bon processeur qui sait très bien le gérer. Donc, en vrai, aujourd'hui, on prend un Alpha 7 III et on met une excellente optique et on aura des excellentes performances en termes de rendu d'image. Après, je ne dis pas que c'est l'appareil photo qu'il faut acheter. Je dis juste que là, on a un exemple d'appareil photo qui va donner des belles photos. Ouais, mais dans le cadre de cette émission, est-ce qu'on peut se dire que si on achète une belle optique aujourd'hui, Pierre-Marie, elle sera encore tout à fait utilisable dans 10 ans? Alors, utilisable dans 10 ans, pourquoi pas? Il n'y a pas de raison, à part une panne, à part... Oui, bah, Alors, évidemment. justement la phrase que tu as énoncée tout à l'heure en disant « les optiques restent, les boîtiers passent », elle était vraie, je vais faire le vieux singe, elle était vieille du temps de l'argentique, parce qu'on avait des optiques manuelles dans lesquelles on n'avait pas du tout d'électronique. Après sont apparues les premières optiques autofocus avec des moteurs intégrés. Et là, on a fait rentrer l'électronique dans les objectifs. Et maintenant, c'est encore pire, puisque là, c'est des doubles moteurs, des cams qui n'ont plus rien du tout de mécanique. Tout est électronique avec des moteurs piezo, avec une complexité folle. Donc, je pense que maintenant, moi, je dirais plus, les objectifs restent, les boîtiers restent, mais dans une certaine limite de temps. Je pense qu'il ne faut plus le voir comme un investissement à super long terme ou se dire je vais construire ma gamme optique pour les 40 années qui viennent. Ouais. Je pense qu'il faut quand même tenir compte que ça peut tomber en panne. C'est fiable, les appareils photo sont fiables. Moi, j'ai un vieil appareil que je trimballe partout. Il est fiable, la F répond, il n'y a pas aucun souci sur l'optique. Mais on ne peut pas dire que dans 40 ans, comme on trouve des fois sur eBay, des petites optiques manuelles pour de l'argentique, elles marchent encore du moment qu'elles ne sont pas cognées, qu'elles ne sont pas décalées, les lentilles ne sont pas décalées. Ça se répare, ça se démonte, on regresse la rampe hélicoïdale, voilà. Mais par contre, maintenant, oui, les optiques modernes, il faut quand même, je pense, pondérer un peu. C'est pas que c'est pas fiable, je dis pas que ce n'est pas fiable, hein, mais je dis qu'il y a une limite de temps qui peut être à prendre en compte. Enfin, c'est-à-dire, avant de développer sa gamme optique pour dans 10 ans, il faut peut-être la constituer pour aujourd'hui, c'est-à-dire choisir un petit peu son matériel pour prendre du plaisir avec ce qu'on peut rêver, bien sûr, et puis c'est nécessaire de se dire « Ah bah si j'avais ça, j'aurais fait ça », mais on peut peut-être trouver le moyen de faire autrement pour arriver à la même chose. Et puis, tout ça, c'est une espèce de maturation, une maturité de fonctionnement, une maturité d'exigence aussi, parce qu'on ne sait pas au début, quand on débute la photo, même après quand on est expert. Hein, moi, j'ai fait longtemps que je fais de la photo, mais je découvre encore des choses. Oui, puis on change d'avis parfois aussi. Aussi, bien sûr, on change d'avis, de pratique, de spécialisation, de choses. Et puis, je pense que maintenant, on en parlera certainement, hein, le marché de l'occasion commence à être beaucoup plus mûr, même en numérique, même en hybride, puisque maintenant, on arrive à une deuxième génération d'appareils à peu près dans toutes les marques. Donc là, ça peut être aussi la façon de se dire aussi, j'investis dans de l'occasion, je me fais plaisir à un moment, je n'hésite pas à revendre. De toute façon, c'est un loisir qui coûte cher. De toute façon, il faut le savoir, la photo, c'est quand même... ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, bien sûr. Mathieu, on a vu cette année arriver chez plusieurs constructeurs des secondes générations d'optiques hybrides. Ouais. Bon, alors avec systématiquement et évidemment la promesse d'une meilleure qualité d'image, mais aussi énormément de différences en termes de poids et d'encombrement. C'est qui finalement les clients de ces optiques-là? Est-ce que c'est les utilisateurs de cette optique de première génération qui saisissent instantanément l'intérêt de basculer sur la seconde, ou est-ce que finalement ça s'adresse aux nouveaux utilisateurs de ces catégories d'objectifs? Quand il y a l'annonce de ces produits-là, moi j'ai trois profils de clients. Je vais avoir déjà le professionnel qui veut absolument le dernier du dernier, donc qui va m'acheter la deuxième génération pour gagner ce que la marque promet de gagner. Je vais avoir les clients qui sont hyper contents parce qu'il y a la nouveauté, et donc ils veulent absolument s'offrir la nouveauté parce que c'est annoncé comme la nouveauté. Et justement, comme disait Pierre-Marie, mais on va miser sur un produit qui technologiquement est actuel. Donc le client se dit j'achète un produit actuellement viable et donc ça va durer le plus longtemps possible. Et j'ai une troisième clientèle qui est très intéressante qui est du coup la première génération est moins chère maintenant.
Et oui, c'est ça. Et Et c'est oui. là que l'hybride désormais est mature. Comme tu C'est le ça. disais, Pierre-Marie, c'est vrai que les G-Master, par exemple, Sony de première oui. génération, désormais sont entre guillemets accessibles. Ça, Non, c'est mais, chouette. Et ouais, toujours au oui, catalogue, d'ailleurs. Alors oui, mais même le 70-200 Goldmaster première génération, en fait, si on regarde que le produit est excellent, et ce n'est pas un mauvais produit, et son tarif est largement justifié. On le compare au nouveau, oui, il y a des différences. Il faut toujours relativiser à qu'est-ce que j'ai réellement besoin, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette nouveauté, ou est-ce que je profite? Et c'est une autre solution de l'occasion, parce qu'après, l'occasion rassure des gens, l'occasion fait peur à des gens. Il faut des bons réseaux pour acheter de l'occasion. Hmm. Alors, on va essayer de se mettre dans la peau d'une personne qui veut se lancer avec passion dans la photographie, qui n'a pas non plus des moyens évidemment démesurés et qui surtout n'est pas déjà attaché à un constructeur en particulier. Pierre-Marie, quel type de raisonnement est-ce qu'il faut que cette personne suive au niveau de la stratégie de construction de son parc optique? Le point de départ, c'est le choix de la monture. Oui, enfin, tout dépend, on va dire, de ses connaissances de base, de son acquis. Si elle arrive sans connaissance totale, à part je veux faire des photos, là, il faut aller rencontrer des gens comme Mathieu et aller en boutique, prendre les appareils en main, discuter avec les revendeurs, parce que c'est quand même leur métier. Ils savent le mieux possible et ils sont capables de répondre dans l'instant T, hein, parce qu'on peut acheter des magazines. Hein, moi, je ne vais pas dire que le contraire. Acheter réponse, acheter chasseur. Mais écoutez, il ne faut pas pousser les ISO. Écoutez, il ne faut pas pousser les ISO, voilà. Mais on pose des questions et on n'a pas forcément une réponse, ou alors il faut intellectualiser cette réponse. C'est-à-dire qu'il faut lire les magazines, il faut compulser des choses, il faut faire un petit peu son idée. On rentre dans un magasin, on pousse la porte, il y en a encore et il faut en profiter. On arrive, on pose des questions. Il ne faut pas avoir peur de rentrer et de dire... Alors c'est vrai qu'on peut avoir l'impression de se dire « Oh, ça c'est un magasin pour spécialistes », mais non, il faut rentrer, il faut pousser la porte et puis dire « J'ai une passion pour l'image, j'y connais rien, il faut être humble ». Et puis poser des questions, ne pas hésiter à revenir, passer du temps et puis déjà rentrer dans rentrer dans la machine photo, rentrer un petit peu dans l'univers, les appareils, les objectifs, tout ce que ça implique, tout ce que ça comporte, au-delà du mythe, hein, de l'appareil, de tout ce qu'on peut voir sur les reporters, sur tout ce qui peut faire rêver. Déjà, s'imprégner un petit peu de l'odeur de Lyon-Argent. Pour prolonger ce que dit Pierre-Marie, on pousse la porte de ton magasin, Mathieu. Ouais. On est à la recherche comme ça d'un système. On veut investir dans un système pour la première fois. Qu'est-ce que tu vas conseiller? Qu'est-ce que tu vas leur dire de regarder en premier la taille du capteur, la monture, le parc optique directement? Je pose beaucoup plus de questions que ça avant à la personne qui veut s'acheter du matériel. Alors, si on part dans l'idée de quelqu'un qui a déjà un équipement d'une marque et il dit, ben voilà, je fais ça comme photo, qu'est-ce qu'il me faut comme focale? Moi, j'ai la chance d'avoir un magasin avec quand même du choix de matériel, donc c'est bête, mais moi je propose tout de suite le prêt. Donc tout simplement, on prête, va essayer 1 heure, tel objectif. Et après, je fais beaucoup de location. Moi, je loue les objectifs parce que sur le terrain, c'est ce qu'il y a de mieux. Par contre, là où vient justement Pierre-Marie, ce que j'insiste, c'est qu'il faut plus essayer des fois l'objectif, mais il faut surtout essayer la focale. Et ça, c'est super important. Et quand les gens vont même regarder alors, les magazines qui vont aller dans un festival photo ou qui vont dans leur photoclub, c'est bien tester les objectifs, l'appareil, mais tester avant tout une focale, un angle de vue. C'est ça le plus important. Parce que après, le 85 mm qui soit en f2, en 1.8, en Z, en pas Z, en power zoom ou quoi, ça sera autre chose. Et ça, en plus, malheureusement, vous allez devoir être confronté en fonction de la marque que vous avez choisie. Il y a des marques qui ont eu un développement. Sony, Fuji, Sigma, il y a du développement dans les objectifs. Après, Canon, Nikon, vous avez un développement qui est plus axé déjà professionnel. Bah, si on aime les objectifs, Sony, il y a du choix Ah oui, chez oui. Sony et ailleurs. Ah ben exactement, non mais de toute façon, Sony et Fuji restent pour moi les 2 gammes optiques les plus intéressantes et les plus complètes. Fuji a un choix qui est plus On va dire raisonné. monture E et monture X, parce qu'au Oui. sein de ces montures, il y a d'autres acteurs aussi. Exactement, ouais. Oui, mais de toute façon, à mes yeux, ça reste les 2 montures les plus complètes et intéressantes. Et pour une première config, est-ce qu'il vaut mieux se laisser séduire par les kits déjà pré-mâchés par les constructeurs, boîtier plus optique, ou vaut mieux partir sur un boîtier nu
d'un côté et acheter une optique de l'autre? Alors là, ça dépendra toujours du profil du photographe, dans le sens où si quelqu'un part avec un plein format, moi j'invite souvent à profiter des kits pour justement essayer d'avoir quelque chose un peu correct, accessible, et pareil, ça sera toujours en fonction du package vraiment demandé. Acheter séparément, je vais toujours le conseiller plutôt à des personnes expérimentées en disant ben, profitons de votre expérience et de votre connaissance, de votre choix, enfin de ce que vous savez, pour justement repartir sur l'essentiel vraiment que vous avez besoin en photographie. Moi, j'ai eu la surprise avec des clients qui venaient avec des parcs optiques impressionnants, avec 10, 15 optiques, et à la fin, on refait tout, on repart à zéro, mais c'est un boîtier, 2 optiques, point barre, de fixe. Alors, c'est souvent des fixes quand même. Les gens finissent souvent avec des objectifs fixes. Mais je me vois mal annoncer à un amateur, quelqu'un qui débute, tout de suite un boîtier, un fixe. Alors, sauf si après, je sens cette envie de défi, je sens cette envie justement de recherche photo, je sens un côté vraiment photo profond. Je vais me jeter les fleurs, je vais dire, mais un peu comme moi quand j'étais jeune. Là, j'aurais pas peur de lui dire, vas-y, attends, pars au défi, pars qu'avec que ça. Ça, tu vois, ça s'appelle tant de millimètres, c'est drôle, c'est machin. Est-ce que c'est pas la meilleure école quand même, la focale fixe? Enfin, tout à l'heure, Pierre-Marie, tu reparlais de l'argentique. En argentique, tu pouvais acheter un réflexe avec juste un 50 pour commencer. Est-ce que finalement, c'est pas comme ça qu'on se fait l'œil avec une focale standard? Ou alors, on peut dire, à contrario, les optiques de kit ont vraiment progressé aussi en hybride, elles sont performantes, donc allez-y, investissez dans un zoom. Oui, non, elles sont performantes. Après, le zoom rend flemmard. C'est surtout le transstandard. Je suis désolé, mais après, un 18-200, ça rend flemmard quand même. Alors, je comprends le côté très pratique et je suis le premier à prendre des fois ça dans un côté pratique. Mais au final, on utilise 18 ou 200. Donc, ou on utilise, et sur un 24-120, on va utiliser 24 ou 120. Bon, encore, c'est un mauvais exemple parce que les 24-120, 24-105 sont globalement des optiques correctes. Mais plus on va prendre un range, un ensemble de focales important, plus on devient flemmard, on utilise des extrêmes et on ne travaille pas vraiment sa photographie. Prenons plutôt des zooms plus courts, x3 maximum. Et après, les fixes, oui, je suis d'accord avec les fixes, mais bon, on s'emballe pas trop. Zoom x3, tu parles en plein format, peut-être un 28-70 par exemple. Oui, même un 18-50. Le dernier 18-50 APS-C Sigma est quand même plus que correct. Et même après en micro 4 tiers, là, il y a du 12-45, ça c'est extraordinaire. Alors bon, il y a le 8-25 encore en micro 4 tiers, ça c'est extraordinaire, c'est vraiment génial. C'est très drôle à utiliser. Mais de toute façon, après, là où vous disiez justement Pierre-Marie, c'est il faut aller en magasin et il faut beaucoup d'échanges. Si vous n'avez pas de magasin, si vous êtes dans la diagonale du vide là, et qu'il n'y a pas beaucoup de magasins photo, allez dans les photoclubs. Hein. Mais testez des focales, c'est plus tester des focales après. Et n'ayez pas peur, vous êtes en Sony, prenez le Canon du voisin et testez sa focale. Bon. Le prix des optiques, ça peut quand même faire peur. Beaucoup de monde, on le dit assez souvent avec Benjamin depuis 5 ans maintenant à ce podcast, quand on annonce les prix des nouveautés, c'est complètement délirant. Pierre-Marie, quelles sont les options, les stratégies, les moyens, en quelque sorte, si on veut développer son parc optique, de réduire un petit peu la douloureuse? Je pense que si on repart de la discussion que l'on vient d'avoir, quelqu'un qui n'y connaît rien en photo, qui a juste l'envie, c'est déjà énorme, il rentre dans un magasin, il teste le kit de base, c'est-à-dire l'appareil, quelle que soit sa marque, quelle que soit sa monture, quelle que soit sa taille de capteur. Il y a toujours un kit qui est fait avec un zoom transstandard qui permet déjà de partir sans avoir trop peur et sans avoir déjà aussi investi des fois trop d'argent. C'est pour ça que j'aime bien les appareils en dessous de 1 000 € qui permettent déjà de pas trop dépenser et puis de découvrir. L'intérêt du zoom, de toute façon, le zoom du kit en général, il est offert. Avec beaucoup d'appareils, il vaut 100 €. Moi, je dis toujours, ça sert toujours, même un transstandard. Même quand on devient expert, moi j'en ai un. Quand je veux pas m'embêter, j'emmène ça et puis le zoom transstandard et puis je m'amuse très bien. Après, rien n'empêche. Quand je veux faire vraiment de la photo un dimanche, je prends autre chose. Mais de partir déjà avec un appareil et un objectif qui a un zoom transstandard, ça permet déjà de faire un petit peu ses gammes et puis de ne pas avoir peur parce que les appareils, on les met sur le mode A, même si on n'y connaît rien, ils feront une photo de qualité, ce que j'appelle qualité moyenne, c'est-à-dire qu'elle sera nette, elle sera bien exposée, il n'y aura pas un engagement dedans, il n'y aura pas forcément un choix dans la profondeur de champ, il n'y aura pas un choix
dans l'angle de vue. Mais avec ce zoom-là, on peut faire ces classes, puis on ne fait pas de bêtises, quoi. On investit 1 000 €, on tourne la bague, on déclenche, on se graisse les doigts. Enfin, moi, c'est toujours cette expression, quoi, de s'habituer à trifouiller des bagues, même si malheureusement, il y en a de moins en moins sur les appareils entrée de gamme. Un peu plus sur les hauts de gamme, ça revient à la mode. De prendre l'appareil, quoi. C'est tactile, un appareil photo. Il faut vraiment se l'approprier. Il y a beaucoup de photographes qui disent que c'est le prolongement de leur œil ou de leur bras, et je pense que c'est vrai, il faut vraiment prendre ça. Donc on rentre dans un magasin, on discute, et puis on y va, quoi. On essaye, puis après on peut se tromper. C'est pas... Ah oui. Ça peut arriver. De toute façon, heureusement qu'en photo, on a le droit de se tromper. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on progresse, de toute façon. Puis parfois, dans les zooms de kit, il y a de très très bonnes exceptions. On a parlé de la monture X, mais l'objectif XF 18-55 f2.8 4 a longtemps été excellent. Et là, ils l'ont renouvelé. Donc avec le XM5, on peut avoir un zoom transstandard parfaitement opérationnel. Oui, non, mais il y a des marques qui savent faire des kits, alors déjà intelligents dans le sens rapport qualité-prix, ou comme disait Pierre-Marie, vraiment pas cher. Et après, il y a des marques qui savent faire justement, en gros, dire au client, profitez-en. Là, l'objectif est quand même plutôt excellent. Mais de toute façon, faire ses armes, c'est bien. Après, il faut prendre du recul grâce à des logiciels comme Lightroom, DxO, pour après aussi... c'est une astuce qui avait été redonnée dans une autre de vos émissions, justement. Oui, on la donne régulièrement. Oui, voilà. Les données EXIF. Les EXIF, c'est exceptionnel pour ça. Hein. Justement, voir qu'après, quelle focale est la plus intéressante pour soi. Et si on veut sortir justement de cet objectif de kit, finalement, tout le monde ne le sait pas, mais les objectifs compatibles proposés par les constructeurs tierces, et il y en a beaucoup, maintenant, sont quand même souvent moins chers, voire beaucoup moins chers que les optiques constructeurs. On l'observe chez Sigma et chez Tamron, et on l'observe d'autant plus aujourd'hui avec tous ces nouveaux acteurs chinois, Sirui, Seven Artisan, qu'est-ce que je peux citer d'autre? TT Artisan, Samyang, Laowa, Venus Optics. C'est pour ça qu'il faut nuancer aussi ce qu'on disait tout à l'heure, parce que tu as raison quand on dit que chaque nouveauté, on hausse un peu les sourcils parce que les prix sont élevés. Oui, d'un certain côté, quand il s'agit d'optiques haut de gamme, G Master 2 ou alors vraiment série L chez Canon par exemple, ou Nikkor Z très haut de gamme, série S chez Nikkor Z. Mais il y a des optiques chez Tamron, chez Sigma qui sont plutôt aussi haut de gamme, genre 24-70 de 8 chez Sigma, qui est parfaitement accessible. Donc en fait, il faut nuancer. Il y en a deux, il y a une version un peu plus chère que l'autre, quoi. Donc il faut bien regarder tout ça. Et puis, quand on regarde aujourd'hui ce qui sort donc en monture RF, toutes les focales fixes qui sortent, le 30 mm, le 56 mm, etc., ce sont des optiques qui sont abordables pour le coup. Après, aujourd'hui, de toute façon, je trouve que la gamme optique générale est plutôt logique. Le dernier 24-70 Goldmaster 2 là, de chez Sony, c'est logique. Il y a eu un énorme travail d'ingénierie pour la compacité, pour l'efficacité autofocus, pour le rendu d'une image. Malheureusement, son prix fait peur, est élevé, mais malheureusement, c'est logique. C'est sûr que quand après on va mettre le Sigma à côté, je vous assure que le prix du Sigma est logique sur d'autres points. L'objectif est bien moins parfait en termes d'image sur les angles, etc. Après, est-ce que ça suffit? Souvent, ça suffit largement. Après, des fois, ce qui est plutôt inquiétant, c'est comment est-ce qu'on fait pour certaines optiques comme le 70-200 de chez Sigma, qui est plutôt excellent. Et là, le prix est un peu compliqué, parce que là, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Bon, alors, on l'a bien compris, c'est important de prendre le temps de réfléchir, de tester, de se faire conseiller quand on veut investir dans un ou plusieurs objectifs et construire son parc optique, et ça, qu'on soit amateur passionné ou même professionnel. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus dans l'usage, et on va tenter de vous proposer des options intéressantes à considérer en fonction du type d'image que vous souhaitez ou que vous aimeriez réaliser. On entre donc ici dans le cas des optiques de spécialisation, et on va mettre un petit peu de côté les zooms transstandards, même si on va le voir et le comprendre, ils reviennent, on les pousse, mais ils reviennent par une autre porte. On commence donc avec l'exercice du portrait, et on vous propose d'écouter le témoignage du photographe Quentin Caffier, spécialisé entre autres dans le travail en studio pour de la mode et de la beauté.
On lui a demandé quels étaient pour lui les critères d'une bonne optique à portrait et comment il avait construit son parc optique. Donc moi, je travaille à la fois sur du portrait, de la cosmétique. J'ai fait aussi pas mal de mode, j'en fais un peu moins aujourd'hui. Et donc, quand j'ai dû constituer mon parc optique, je me suis évidemment d'abord posé la question de quelle était la principale optique, quelle était la première que j'allais utiliser. Et une des premières sur lesquelles j'ai investi, ça a été le 85 mm. Donc le 85 mm, c'est quand même une focale qui est quand même plutôt bien adaptée au portrait, qui est proposée aussi avec des grandes ouvertures, qui permettent de pas trop déformer quand on essaye d'avoir des cadres, des plans poitrine, ou voire un petit peu plus serrés. Et comme je suis équipé en Canon, j'avais choisi un 85 mm f1.2 qui permet sur certains cas d'avoir vraiment un très, très beau bokeh. Ça a été je pense peut-être l'optique que j'ai le plus utilisée. Après, j'ai bien aimé quand même utiliser, le 70-200 que j'ai eu pendant assez longtemps, donc le 70-200 2.8 de chez Canon, qui me permettait pour le coup d'aller rentrer un peu plus dans l'image et donc parfois même d'avoir, des morceaux de visage, ce qui est quelque chose qui était pas mal utilisé en cosmétique et en beauté. Et je me suis aussi étonné pas mal à l'utiliser en mode parce qu'en gros, ce qui peut arriver, c'est que la focale, elle va aussi, influer sur, la sensation qu'on a, entre le premier plan et l'arrière-plan et qu'une focale un peu longue va faire grandir l'arrière-plan. Et quand j'ai fait de la mode, c'est-à-dire que quand je devais shooter des personnages sur un fond, comme je suis limité à un fond qui faisait 2,70 m parce que j'utilisais des fonds papier, en shootant au 200 mm, ça me permettait d'avoir l'impression que le fond est beaucoup plus grand et ça me donnait beaucoup plus de liberté pour le modèle de bouger, d'écarter les bras, de faire des grands mouvements. Là où si j'avais fait la même image avec une focale plus courte, genre un 35 ou un 24, eh ben ses bras, ses mains, ses pieds, sa tête parfois seraient carrément sortis du champ et sortis du mont-fond. Il y a eu un petit changement ces dernières années sur les optiques, sur la pratique de la photo de cosmétique et de la photo de beauté. Alors moi, je pense que c'est venu du fait qu'on avait l'habitude de faire des selfies avec des téléphones portables qui ont plutôt des grands angles, mais on a vu, de plus en plus d'images avec des déformations qui étaient dues à l'utilisation de grand angle. Donc c'est pas le fait de prendre un grand angle qui va déformer l'image, c'est le fait de s'en rapprocher. Mais du coup, il y a de plus en plus de photographes, et j'en fais partie, qui vont commencer à utiliser, des 35, des 24, voire parfois des 16 millimètres pour shooter de la beauté et de la cosmétique, en se rapprochant beaucoup des personnages. Et donc ça a fait que je me suis rééquipé. Donc comme je suis passé sur du RF, j'avais déjà un 24 millimètres en EF, mais je suis passé aussi sur un 16 en RF. Et j'envisage d'acheter un petit zoom, donc un 16-35 en RF pour, justement gérer ces questions-là. Et l'avantage du RF, par rapport au EF, c'est que du coup, il y a quand même une bien meilleure stabilisation, l'autofocus est plus rapide et donc sur de la mode ou sur de la cosmétique où parfois on a envie d'aller assez vite sur les images, ça donne un avantage qui est pas négligeable. Là où sur du portrait de presse où on prend un peu plus le temps, j'aime bien utiliser encore mon 85 EF qui est, un petit peu ancien, voire, je m'intéresse à des optiques un peu plus vintage, alors pas trop en studio, mais plus quand je vais faire des portraits en décor. Parce que je vais aller chercher quelque chose d'un peu plus artistique, donc quelque chose qui va avoir, un bokeh particulier, qui va donner, peut-être qui va laisser rentrer un peu de flair et cetera. Il raconte énormément de trucs, Ouais. Quentin, et il donne beaucoup d'idées dans dans son témoignage. On va évidemment réagir à tout ça, mais peut-être la première question, bon, voilà, quand on fantasme un peu autour du portrait, on fantasme aussi un peu autour du bokeh et des grandes ouvertures. Alors sur les focales fixes, on a souvent un peu le choix du 1.8, du 2, du 2.8. Est-ce que tout ça, ça fait vraiment une différence sur l'image, Pierre-Marie, entre un 2.8 et un 2 par exemple? Bah, si tu veux faire une photo à f2 avec un 2.8, tu peux pas. Merci Pierre-Marie. Merci de remettre un peu d'ordre dans cette émission. Voilà, Arthur, j'ai répondu à ta question. Non, au-delà de la blague, bien sûr qu'il va y avoir des différences sur les grandes ouvertures, mais là, c'est vrai que tout dépend à quel public là on parle là en ce moment, hein, qui vous écoute en ce moment. Si c'est des gens qui découvrent les ouvertures, déjà s'ils enregistrent le fait qu'il faut travailler à grande ouverture, c'est-à-dire avec donc les chiffres les plus petits de la bague de diaphragme s'il y en a une, ou de la molette si c'est avec la partir de l'appareil photo, pour avoir un joli portrait au début qui va être un portrait, là encore ce que j'appelle un portrait moyen, où on n'a pas d'engagement, tout le monde pourrait faire le même portrait, c'est déjà bien. Alors après, évidemment que si on
on peut partir sur des optiques qui sont beaucoup plus chères, qui vont être, parce que évidemment, plus l'optique elle présente une ouverture maximale importante, plus son prix est élevé, puisque les diamètres des lentilles augmentent, le poids des lentilles augmente, la construction optique évolue, parce que forcément, les exigences dans les angles, quand on ouvre à 1.4, ne sont pas les mêmes que quand on est à 2.8. Donc là, on arrive sur des outils vraiment déjà pour des gens qui connaissent, pour des gens qui sont déjà un petit peu piqués de la photo et qui veulent trouver une différence. Mais c'est sûr que si on achète un 85 1.4 et qu'on travaille toujours à 5.6, vaut autant prendre le 2.8, il sera moins cher. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, Mathieu, à quelqu'un qui vient te voir et qui te dit « j'aimerais faire du portrait ». Alors, on va très rapidement sur le 85 mm, mais moi, j'aimais bien le 135 aussi. C'est un peu plus rare. Alors, justement, madame fait beaucoup de portraits au studio avec le 90 f2 Fujifilm. Oh, macro, qui est magnifique. Pas le macro, Il est pas non. macro, Ah oui, non, il est pas macro. C'est un celui-là. 80 Ouais. macro chez Fuji, mais le 90 qui est un peu vieillissant, mais qui Alors, est formidable. Vieillissant énormément sur l'autofocus. Bon, après, comme elle fait très peu de studio avec, elle en fait un tout petit peu, mais c'est beaucoup plutôt en extérieur. Mais c'est vrai que 85, ça sort un peu. Et après, en perso, pour le portrait, alors, attention, il n'était pas né l'appareil photo quand. Enfin, j'étais pas né quand l'appareil photo est sorti. C'est avec un Minolta X300, le 58 1.2 au record. Ça, c'est plutôt sympa. Mais là où je veux en venir, justement, c'est le 85, en effet, c'est la focale sûre. Après, je pense que quand on est professionnel de l'image, de la publication, de la publicité, c'est hyper important de rester avec justement le 85. En effet, quand on est amateur, on peut se sortir du lot avec tout ce qui va aller au-dessus, avec le 135. Et en effet, chez Sony, il y a un 55 1.8 vieillissant, mais Zeiss, qui ouais, est excellent. et qui est toujours aussi excellent, toujours d'actualité. Comme Très belle produit. colorimétrie, très belle patte. Oui, c'est une belle optique à portrait. Moi, j'adore le 65 f2 chez Sigma. Je trouve que c'est, alors pour le coup, une focale assez insolite, qui a pas d'équivalent et qui tranche un petit peu avec ce qu'on peut avoir. Donc, c'est une espèce d'entre-deux entre le 50 et le 85. Mais après, pour en revenir un petit peu à est-ce qu'on peut voir une différence à un 8 à grande ouverture ? Oui, franchement, on démarre dans la photo avec un plein format et un 50 1.8. Déjà, on s'amuse. Ah oui. Et dans le cas du portrait, on peut faire ça. Moi, je me souviens de mes débuts en numérique avec un EOS 5D et un 50 mm 1.8. Franchement, on s'éclate avec ça, quoi. Enfin, pour commencer, il ne faut pas avoir peur de ça et on va tout de suite voir une différence, même par rapport à ce qu'on fait avec son téléphone. Donc, il faut y aller. Et puis, si on veut être plus radical, on va vers du JR. On prend un 28 mm et on fait du portrait un peu osé. Ou comme dit Quentin, avec cet attrait qu'on a de plus en plus pour la proximité avec le selfie, on peut le déplorer parfois, mais pourquoi pas oser le grand angle en portrait, ça a du sens aussi. Après, le conseil, alors, là encore, on a parlé beaucoup de personnes équipées en hybride et qui veulent du neuf ou quoi. Après, si j'ai un client face à moi qui est en occasion, qui fait vraiment ses premières armes en photo et qui a un budget un peu plus restreint, je conseille clairement un 70-200 de 8. Ah, c'est top ça pour le portrait. C'est polyvalent du coup. En fait, c'est polyvalent. On va pouvoir travailler plusieurs portraits différents. Et surtout, si quelqu'un à un moment il me dit ouais, mais là, faut que je fasse aussi les photos de club de foot de mon fils, 70-200, tu seras au bord du terrain. C'est un tout petit terrain pour les gosses, ça va être génial, tu vas voir. C'est beaucoup plus simple, des fois. On a même des optiques intermédiaires un peu pour ça, les 70-180 ou le 50-135 f2 2.8 chez Tamron et chez Samyang. C'est très très lourd, mais quelque part, c'est pas mal aussi. C'est vrai que si on veut chercher les extraterrestres, le Sigma 50-100 1.8, voilà. En APS-C, ça c'est vraiment un extraterrestre. En monture réflexe, par contre. Ça, en extraterrestre, c'est vraiment assez incroyable, ça aussi. Et alors, est-ce qu'on peut conseiller du macro en portrait ? Parce que ça, ça deux écoles divise, là-dessus. Ça divise beaucoup. Parfois, on cherche du piqué à tout prix, mais en portrait, pas forcément, selon les types de peau. Ouais, moi, je vais me faire des ennemis, mais pour moi, c'est un macro, point barre. Là-dessus, c'est un peu radical, mais pour avoir déjà fait des portraits au 135, même c'était en Nikon, en 105 Nikon et avec le 105 macro. Désolé, un jeu de mots pourri, il n'y a pas photo. C'est clair, direct qu'il y en a un qui est vraiment fait pour le portrait et l'autre pour la macro. Tu es d'accord avec ça, Pierre-Marie, toi ? Oui et non. Tout dépend du sujet. Ouais, non, mais si tu trouves que ton 100 macro il pique trop, tu vas dans les menus. Tu l'adoucis. Voilà, tu l'adoucis. Tu as les fabricants d'appareils photo commencent à rajouter tous des
des filtres, on va dire des filtres intégrés. Sur le modèle Canon, même, je crois que directement, tu peux jouer. Oui, tu peux jouer. Là-dessus. Tu as une bague dédiée à ça. C'est ça, Sony, ils avaient un smooth un transfocus ouais, à l'époque. un 100 mm. Ouais. C'était, ça allait dans cette idée-là, ça. Ouais, c'est ça. Non, tu vas dans les menus, il y a des réglages genre clarté qui, en tirant un peu fort sur les curseurs, te rendent là, tu vas avoir des rendus qui vont valoir des optiques russes dans l'entre-deux-guerres. Hein. Et puis, il y a plein de possibilités. Non, après, je pense que, oui, c'est vrai que l'objectif macro, c'est une caricature parce qu'il est bon sur toute la surface. Mais il va surtout être optimisé. Ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il est optimisé aux petites ouvertures. Donc, en grande ouverture, des fois, il est un petit peu moins bon. Donc, ça peut passer aussi en portrait. Mais c'est pas la même efficacité autofocus aussi. Oui, bien sûr. Ça, c'est vrai. Ça joue beaucoup quand même. Un portrait d'un petit enfant qui bouge dans tous les sens en macro, c'est un beau test AF, ça. Ça dépend de la monture, mais moi je conseille pas trop tester non plus. et les pros qui veulent un peu se démarquer sur cet exercice-là, souvent ils vont aussi vers les très 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 grandes ouvertures. Alors là, je parle du 1.2, voire du 0.95. Est-ce que ça fait vraiment des images fabuleuses, ça? Fabuleuse, c'est juste fabuleux parce qu'on se détache. Après, clairement, quitte à commencer à mettre des tarifs comme ça, moi je conseille de faire comme on va faire des dédicaces, hein, le photographe dans le 64, Laurent Pascal. Lui, portrait de mariage, 302.8. Hein. C'est c'est beau. Hein. Il est en mode Montier style, quoi. Ah oui. De toute façon, moi je me souviens, il m'avait amené dans un HLM à Pau. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? Je comprenais pas du tout. Ça fait 20 mètres carrés, qu'est-ce que tu ramènes ton 300? Non. En plus, HLM, dans le sens, on était dehors, tu vois, c'était dehors. Et en fait, c'était l'écrasement des perspectives. Il jouait avec ça. Et après, le 300, on écrasait tout. Donc forcément, il jouait avec les lignes des bâtiments, il jouait avec les formes. Puis à un moment, il y a un endroit, il y avait du bambou. Toi, tu vois 1 mètre de large de bambou, mais avec le 300 mm, ça te fait une forêt de bambou. C'était génial. Donc après, ok, ça fait envie de passer au 0,95, cela joué. J'ai oublié là, ce réalisateur qui avait fait son film à Kubrick, voilà. À la bougie, Barry Lyndon, on en parle souvent aussi. Non mais voilà, on peut. Mais c'est une belle référence. Non mais oui, les optiques conçues pour la NASA. Voilà, c'est ça. Mais on peut y aller. Mais je pense que là, il y a peut-être des choses plus intéressantes à faire avec son argent. Les 85-1.2 RF Canon, oui, ils sont bons, ils sont exceptionnels. Là-dessus, je vous rejoins. Mais à ce prix-là. Il y a des choses plus sympas. On a un 51.2 Sigma accessible. Le modèle Sony, un 2 est accessible aussi, tout étonnamment. Petit. Ouais. Oui, non, mais tout dépend en fait bien sûr de la monture. On va être intégré, c'est sûr. Bon, allez, on change de pratique et on continue notre réflexion. Pierre-Marie, avec l'exercice du reportage. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller ou recommander à un passionné qui aura envie de se spécialiser dans le reportage? Et la street photo. Hors transstandard, évidemment. Alors, avant de faire le lien entre les deux, où on va faire le lien entre les deux, entre le portrait, je réagis à ce que disait Quentin Caffier sur la photo de portrait de mode au grand angle. Il est peut-être jeune, moi je suis un peu plus vieux. Jean Loussieff faisait ça il y a très très longtemps, oui, 28 mm. Ouais. En noir et blanc. En noir et blanc. Donc il n'a pas attendu le smartphone pour... Et t'as raison. Espace, Quentin. Non, voilà. Alors justement, Jean Loussieff faisait aussi du reportage. Donc pour faire du reportage, là encore, tout va dépendre. Si on ne veut pas se perdre dans une technique ou si on débute, et si justement on ne veut pas se perdre quand on débute dans le reportage, prendre un boîtier et un équivalent focal standard, donc un 50 mm en 24-36 ou un 23 en APS-C. Grande ouverture, pourquoi pas, parce que c'est plus facile. Qui peut plus, peut le moins. Voilà. Mais après, on peut très bien faire ça avec un zoom transstandard aussi. Faut pas c'est pour ça que j'aime bien reparler de pardon, parce que c'est jamais rien interdit. Donc il faut y aller, de toute façon, il faut se faire son œil, il faut se faire sa patte. Et puis, naturellement, on va aller vers une focale, on va aller vers un travail, vers une distance avec son sujet. Et pourquoi, justement, cette fameuse focale standard se prête bien au reportage? Quel effet elle procure qui match avec cet exercice-là? Elle n'en fait pas d'effet. C'est justement pour ça qu'elle est appréciée. Elle se rapproche, bon, c'est historique, mais elle se rapproche donc de la vision de l'œil, qu'on a toujours dit de l'œil, que l'on pourrait avoir en regardant, disons naturellement, sans passer par le truchement de l'appareil photo.
Elle ne déforme pas comme un grand angle, elle ne compresse pas les plans comme une longue focale. Donc elle permet déjà aussi de travailler à une certaine distance qui respecte un peu la distance d'intimité qu'on peut avoir en portrait comme en reportage. Et ça permet justement de pas jouer sur l'objectif pour obtenir un résultat, mais de travailler l'image pour obtenir le résultat que l'on veut. C'est ça qui est plus intéressant à mon avis. Et c'est ça l'intérêt du 50, parce qu'il est facile à maîtriser. Parce qu'on est habitué à cette perspective, à cette relation entre les plans successifs. Et ça permet donc, une fois que l'on a un peu maîtrisé ça, de savoir comment obtenir son image et après de se dire, tiens, il me faudrait plus de champ parce que je suis en espace réduit, donc je vais prendre une focale plus courte. Tiens, comme disait Mathieu, là, je suis dans un univers qui est un peu pourrave dans les fonds, mais on va prendre une longue focale qui va tout écraser et tout mettre dans le flou. Je pense qu'il faut... L'intérêt du 50, c'est ça pour moi. Et c'est... Moi, j'ai fait très, très longtemps, enfin, j'ai déjà dit, mais j'ai fait très longtemps avec un 50-1.8 et un 135-2.8. Et j'ai fait ça, et je m'amusais comme un fou avec ça. Et le 50-8, ça reste toujours pour moi, oui, l'incontournable. Parce qu'il n'était pas cher, il y en a encore des pas chers. Canon en a un qui est pas cher. Chez Sigma, il y en a qui sont à f2, mais f2, 1.8, c'est pratiquement la même chose. Et on met ça sur un petit boîtier, et puis en plus, on se prend pas la tête, on se dit pas, oula, là, faut que je sorte le télé, le zoom, le machin, le grand angle, le truc. Pouf, on est dedans, on est dans l'action, et on photographie, et on prend du plaisir, quoi. Et dans la même veine, et par rapport à ce que tu disais, Mathieu, sur la location de matériel, il y a le 40 mm, il y a un beau revival du 40. On en trouve chez Nikon. Bon, il y a les Ricoh JR, il y a du 28 ou du 40. Moi, je trouve que c'est une focale vraiment intéressante. Mais j'avais commencé avec ça sur un boîtier argentique, un Leica, donc c'est un petit Summicron 40 mm f2. Et je trouve que c'est une focale vraiment intéressante, là encore, un entre-deux à nouveau. Et moi, je conseillerais de l'essayer, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec ce petit 40, à la fois en reportage et en street, parce que c'est plus discret qu'un 50 aussi, dans la conception. Alors, parfois pas aussi lumineux, mais dans la composition, on englobe un petit peu plus de choses. Donc, voilà. Si vous avez jamais essayé, louez. Ouais, mais ça va être 40 ou 60, ou si on veut plus original, sans trop déformer ce 50 mm, parce que dès qu'on va après aller au-dessus du 60 ou en dessous du 40, là, les perspectives se déforment beaucoup plus rapidement. On est à la rapidement. frontière, là. Il existe maintenant des focales fixes 0D, là, notamment chez la AOA. C'est dingue quand on regarde dans un ultra grand angle 0D la AOA, c'est fou l'effet que ça donne. Ouais, c'est même perturbant. Mais d'ailleurs, il faut pas marcher avec ça, l'œil dans le viseur. Hein. C'est le meilleur moyen de se vautrer. C'est un bon conseil pour éviter des accidents. Souvenir de mariage, l'œil dans le 14 mm, je me suis vautré comme jamais. Ça, il faut pas faire. Dans la mariée ? Non. Non, mais après, pour revenir, non, mais le 40, il a aussi ce côté magique parce que justement, il déforme peu les perspectives par rapport au 50. Et pareil pour le 60, il y a des 60 mm qui existent et ils ont ce côté un peu magique. Dès qu'on va s'approcher du 35 ou après au-dessus, la 70, après là, les déformations sont de plus en plus importantes. Et c'est pour ça que justement, il y a une différence énorme entre 28 et 24 mm. Mais de toute façon, on peut aussi être radical dans son approche et aller au 28 après, au corps à corps, en reportage. Donc aller au plus près 24, 28, ou à la Bruce Gilden en photo de rue, au flash et au 28 mm. Et là, on a des photos un petit peu choc, un petit peu uppercut. Et c'est une approche tout à fait valable aussi en reportage et street photo. Ouais, attention à la société aussi. La société actuelle nous permet moins de faire ça. Tu as raison. Pense, Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se le permettre parfois quand on voit des téléphones portables brandis à tout va je sais pas, je serais curieux de réessayer. Alors peut-être pas dans nos rues, et notamment en France, on a vu avec les manifestations et l'article 24 sur le droit à l'image, enfin tout ce qu'il y a eu, c'est vrai que c'est plus compliqué. Encore grâce au Sigma FP, grâce au Lumix S9, grâce au XM5, au Ricoh Ces boîtiers sans viseur. Ouais, ces boîtiers sans viseur, tout compact, tout petit, très discret, qui sont moins agressifs, qui permettent de garder un contact oculaire avec son sujet. C'est vrai que c'est... Mais je suis pressé que Canon fasse ça, parce que justement, là, le reportage, là, Quentin, il parlait du RF 16 mm, mais quand je l'ai au magasin, les gens, ils rigolent, ils disent, c'est quoi ce truc? J'ai dit, allez-y, essayez, hein, franchement. S'il y a une focale à avoir, c'est le RF 16 mm de 8. Surtout quand, moi, j'ai beaucoup de clients qui ont la chance d'avoir deux boîtiers, un APS-C et un plein format. Et là, je leur dis, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est le 16 qu'il vous faut dans votre sac. Il ne prend pas de place, il va aller sur le R7, il va aller sur le R6. Ça va vous donner un 16 ou un 24 mm, c'est incroyable ce truc-là. Si on reste dans cet exercice de la street photo et qu'on s'intéresse à une sorte de variante qu'est la photographie d'architecture, on commence à voir arriver les premières optiques hybrides
à bascule et décentrement, mais bon, il y a encore quand même moins de choix qu'en réflexe. Qu'est-ce qu'on peut faire comme twist pour jouer avec ça, la bascule et le décentrement en hybride? Waouh. Mais Déjà, c'est timide, hein. Il y a Fuji qui le fait hein, pour le moyen format, La enfin WA qui grand vient format. d'annoncer un zoom Un à zoom. Laowa le fait décentrement. aussi, mais seulement à décentrement. Il n'y a pas de bascule. là, sans rentrer dans, bien sûr, où je prêche la paroisse en disant qu'il faut venir en magasin et louer et essayer. Après, en vrai, les Lenstoy, c'est peut-être le meilleur moyen de commencer. Lenstoy, c'est des espèces de petits objectifs en plastique, À pas la très Lens chers. Baby. Oui, voilà, comme le Lens Baby. Ça existe encore, ces trucs-là? Je pense que il doit y avoir des sites internet qui en ont encore, mais ça, je pense que c'est le meilleur moyen de commencer un petit peu à se dire, est-ce que c'est vraiment mon kiff? Est-ce qu'il faut que je mette? Parce que là, le montant Ouais. d'investissement est important, et après, Le ratio utilisation et, Ouais. aussi est et pris. revente. Même sur des Et, modèles réflexes d'occasion, c'est encore cher, les TSE de Canon, Pierre-Marie? Oui, ça reste quand même encore cher. C'était déjà cher à l'origine en neuf, Ouais. donc déjà Ça décode ça peu. décode peu parce Ouais, bah, que y a rien c'est en un face, très quoi. petit Ouais. marché. C'est ça. Donc, mais ça peut être une façon de s'initier, de prendre un réflexe et de monter. En général, dans la marque de la monture de l'appareil, il y a toujours une bague qui permet de convertir la monture longue du réflexe en monture courte pour Puis la hybride. mise au point, on s'en fout, parce que les Ah décentrements. bah oui, oui. Ouais, Donc ouais, c'est une façon c'est une façon de s'initier aussi. Hein. Et je repense à Kyriakos Kaziras qui avait produit toute une série animalière, donc c'était au Kenya ou en Tanzanie, peu importe, en sépia ou noir et blanc, entièrement à basculer décentrement. C'était une façon détournée de l'utiliser, vraiment très intéressante aussi. Ok. Ça peut inspirer. Bon. On va parler vidéo aussi. La vidéo qui obéit en quelque sorte à des codes spécifiques pour ce qui est de la construction d'un parc optique. Et on vous propose d'écouter le témoignage de Julia Swell sur le sujet. Alors, pour moi, une bonne optique en vidéo, c'est une optique assez polyvalente. C'est-à-dire que si, par exemple, je pars filmer un reportage et que je dois être la plus légère possible, eh bien, moi qui aime bien les focales fixes, je vais partir sur une focale fixe type 35, 40 ou 50 millimètres. C'est des optiques avec lesquelles on a quand même pas mal d'amplitude. En se reculant et en s'avançant du sujet, on peut faire pas mal de choses. Ensuite, moi, ça m'arrive d'utiliser des zooms, un 16-35 ou un 70-200 qui, juste à L2 peuvent, suffire pour une journée de tournage. Effectivement, c'est important de savoir si on est polyvalent en photo vidéo, si on fait uniquement de la vidéo ou uniquement de la photo, parce qu'en fonction, on va pas choisir les mêmes optiques. En l'occurrence, moi, j'alterne pas mal les projets photo et vidéo, donc parfois ça va m'arriver d'avoir des optiques photo que je vais adapter en vidéo, par exemple en mettant des bagues autour pour pouvoir utiliser un follow focus, si ça parle à des gens. Donc j'ai pas forcément un parc, d'optiques uniquement cinéma, pour ma part. En vidéo, on aime bien travailler avec des valises d'optiques. C'est des sortes de malles au trésor pour nous, c'est des séries d'optiques, qu'on appelle des séries d'optiques ciné, hein, qui sont de la même marque, qui sont majoritairement des focales fixes et ça permet en fait d'avoir une uniformité, dans nos prises de vue. Donc par exemple, si on tourne un reportage, un clip, un court-métrage, un film, ça permet d'avoir une uniformité dans l'image, on va dire. Donc ça c'est quand on a un peu de budget parce que c'est vrai que ça peut très, très vite monter. Alors souvent on les loue en fonction des projets parce qu'on n'aura pas forcément les mêmes envies d'image en fonction de tel et tel projet, donc on loue des valises d'optique cinéma et puis quand ça marche très bien pour nous et ben on les achète. Moi en l'occurrence, je suis pas une très bonne élève pour ça parce que j'en ai toutes les marques différentes et donc sur un même projet, je vais essayer de corriger à l'étalonnage pour uniformiser mes optiques plutôt que d'acheter, une série entière. Alors en fait, mon parc d'optiques, il est composé majoritairement de focales fixes. Je trouve que la qualité d'image est souvent bien meilleure et c'est un petit peu un truc de geek aussi. J'aime vraiment bien passer d'une focale à l'autre et remarquer l'effet de ma focale, à chaque fois que je l'en change. Ensuite donc j'ai acheté en premier ce fameux 70-200 Canon, que j'adore parce que j'adore l'image Canon. Très vite ensuite, j'ai acheté un 50 millimètres. Pour le coup, c'est peut-être l'optique que je change le plus régulièrement. J'ai dû en avoir 3 depuis que j'ai commencé. J'ai récemment acheté un ancien objectif, Zeiss Planar en 50 qui est magnifique, que j'utilise beaucoup et sinon, eh bien, avec le temps, à force de faire beaucoup de reportages, par exemple d'entreprises ou d'événements, j'ai fini par acheter des zooms. Donc j'ai un 16-35, j'ai acheté un autre 70-200 Sony pour quand je filme à 2 caméras.
qui a un autofocus qui est incroyable. Les dernières générations là qui sont extrêmement légères, j'en suis complètement fan. J'ai acheté ça il y a 1 mois. C'est sûrement la dernière que j'ai achetée et après j'ai tout un parc d'optiques anamorphiques aussi, de Sirui, donc qui sont pas plein format. Donc je les utilise en crop APS-C sur ma caméra, ce qui me dérange pas plus que ça et j'en ai une, plus récente qui est en full frame mais pour le coup j'ai que le 35. Donc ça veut dire que je vais devoir acheter le reste. Mais ça me permet vraiment de passer de différents types de production, du plus, léché, on va dire, quand j'ai plus de temps avec mes belles focales fixes, au plus rapide avec mes zooms, en passant par des projets, on va dire, un peu plus artistiques avec mes optiques anamorphiques. On va dire que j'en ai, une bonne dizaine en tout cas et que ça tourne beaucoup dans la semaine. Bon, encore un témoignage plein de conseils et plein d'astuces. Pierre-Marie, j'ai quand même la sensation qu'en photo, on est moins attaché à cette logique de série et de cohérence de focale fixe qu'en vidéo. Ben là, oui, ça vient. Enfin, l'attachement à une série vient du monde, enfin, du cinéma argentique. Il avait un sens à cette époque-là, parce que évidemment, comme le film, il n'y avait pas balance des blancs automatique. Hein. Donc, il travaillait avec sa température de couleur du film. L'éclairage était imposé de toute façon pour être en lien avec ça. On travaillait à l'ouverture syndicale f5.6, et puis c'est tout. Donc évidemment, si on avait un objectif qui était, on va dire, pour parler vite, bleu, et puis l'autre qui était un peu rose, c'est sûr que dans une production, si on changeait, même si on changeait moins que maintenant, ça posait des problèmes dans la continuité du film. Et on perçoit, l'œil étant un très bon comparateur, on perçoit très vite les changements de plan, rien que par un changement de couleur. Donc c'est l'héritage de ça. En numérique, c'est beaucoup moins vrai. Alors, je vais me faire des copains, mais les vidéastes, ils ont un petit peu ce côté-là où ils aiment bien, ils se la jouent un peu artiste, quoi. Donc, moi, je me souviens d'un témoignage de quelqu'un qui était venu nous dire « Oui, moi, j'aime bien la colorimétrie de cette optique-là parce que j'ai testé d'autres marques et il travaillait en balance des blancs auto. Donc, OK, pas de problème. Mais Julia a dit qu'elle s'en fout un peu et que finalement, elle fait ce travail-là en poste, quoi. Bien sûr, parce que justement, maintenant, les logiciels de montage permettent, justement, en travaillant en RAW vidéo, de pouvoir jouer sur sa couleur, choisir sa tonalité avec des étalonnages directement après en montage. Puisque bon, quand on fait de la vidéo autrement que la vidéo qu'on peut faire tout le monde, comme moi je fais sur le vif, qui ne demande pas énormément de montage, celui qui fait vraiment de la photo, qui est passionné de photo, va passer par un logiciel de montage qui lui permet de caler ses rendus, après d'en rajouter, de jouer sur justement l'effet vaporeux, sur plein de trucs, enfin sur toutes les possibilités que donnent les logiciels de montage. Alors, les séries optiques, et les constructeurs l'ont très bien compris. Ils sortent, par exemple, le Lumix a sorti toute une série de petites focales 1.8 en monture S, qui est... monture L, tu veux dire. Monture L, pardon. Monture L, pardon. Mais c'est des Lumix S. C'est des Lumix S. Voilà, oui, on est là. Donc, qui sont toutes de la même taille, donc de la même dimension, même diamètre, même longueur, même poids, qui facilite donc l'accessoirisation, parce que le vidéaste adore accessoiriser son... Pour les gimbals en particulier. C'est ça. Ouais. Mais et pas que. Julien en parlait dans son témoignage, elle parlait du follow focus. Il ne faut pas oublier une chose, j'en ai témoigné en ayant suivi des formations vidéo, notamment au CIFAP, l'école du cinéma de Montreuil. C'est très intéressant en fait cet univers-là, parce que les vidéastes sont des bricoleurs en fait. Et elle parle du follow focus. En fait, quand on choisit une optique pour la vidéo, il faut aussi regarder dans quelle mesure on va pouvoir l'incorporer dans son écosystème. Donc on a parlé d'imagerie, c'est un petit peu obsolète en numérique parce qu'à l'étalonnage, on va faire sauter tout ça. Mais quand il s'agit des dimensions ou des caractéristiques physiques de l'optique, là, par contre, ça devient super important. Donc à la fois les bacs de diaph, est-ce qu'on va avoir une bac de diaph silencieuse ou pas? On a des systèmes déclic aujourd'hui, il faut regarder un peu tout ça. Le filetage. Donc c'est peut-être tous ces aspects qu'il faut regarder, quoi. Si, non, mais après, moi je comprends qu'elle s'est offerte des optiques anamorphiques Sirui. Tu peux les acheter en lot, et les lots que Sirui te vend, c'est toujours qu'il y a une logique, et c'est la logique de la taille, justement, de l'emplacement, de tout. Moi, j'en vends pas très régulièrement, mais j'en vends quand même de temps en temps, et de toute façon, on les vend toujours par 3. Et ce sont des kits, tu ouvres, les objectifs sont identiques, et même Sirui t'offre même les adaptateurs de filetage avant, pour que tu n'aies qu'un seul filtre pour tes 3 objectifs. Donc, au contraire, c'est logique. Et chez Laowa, ça va plus loin. Ils ont aussi des gammes anamorphiques où on va avoir cette uniformité au niveau des dimensions et du rendu, au niveau du flair. On va pouvoir même choisir le flair qui va être le même
sur 3 optiques, par exemple, qui va être un flair soit orange, soit bleu, et ça blanc. va être le même d'une optique à l'autre selon la gamme. Oui, c'est les 3 couleurs chez Laowa. C'est orange, blanc et bleu. Sirui, c'est blanc et bleu. Les autres marques, je les connais pas, mais Ça donc paraît c'est- toucher à c'est- l'anamorphique, si on peut en louer un petit peu chez toi, par exemple, ou ailleurs. oui. C'est une expérience qui est Alors, fantastique. dans quelques semaines, on peut louer de l'anamorphique chez moi en Sirui plein format en 35, 50, 75 mm. Boum. Je reviens 2 secondes sur cette histoire de série. Pierre-Marie, t'évoquais la série Lumix S en f1.8. Moi, il y a une série que j'aime bien, qui est très désirable. Donc là, on sort des considérations stratégiques, juste du plaisir. C'est la e-contemporary de Sigma, dont on a parlé 850 millions de fois à ces micros. Le 65 mm f2 dont je parlais appartient à cette série-là. Donc, c'est des optiques tout en métal avec des bacs de diaph. Elles sont belles. Des vrais bacs de diaph. Donne envie, quoi. Et elles sont abordables. Malheureusement, elles n'existent pas encore dans toutes les montures. Donc, on les trouve en monture E et L. Et vivement qu'ils investissent un jour peut-être les montures, par exemple, RF et Z. Ce serait formidable. Ouais. J'en ai parlé plusieurs fois, mais imaginez le Nikon ZF vintage avec des optiques contemporary comme ça, ce serait super sympa. Alors, astuce justement, on prend un Panasonic S5 II, on met un 45L dessus. Vous avez une œuvre à reproduire, c'est incroyable. Respect couleur, respect piqué, respect du détail, de tout. Au magasin, c'est ce que nous on utilise quand on a des artistes qui viennent pour faire les reproductions de leurs œuvres, de leur peinture. C'est un couplage qui est vraiment incroyable. Bon. Julia, elle évoque un truc important, je trouve, dans son témoignage. Elle parle de la réflexion qu'il faut avoir si on fait de la photo, si on fait de la vidéo ou si on fait les deux. Depuis un an et demi, les constructeurs appuient énormément sur les aptitudes vidéo de leurs nouvelles optiques et poussent même le curseur un cran au-dessus en sortant carrément des optiques annoncées comme hybrides vidéo avec des features vidéo, prise en compte du focus briefing, diaphragme continu, possibilité de motorisation ou motorisation intégrée. Je ne suis pas hyper convaincu en fait de ces trucs-là. Est-ce que ces optiques taillées pour la vidéo sont vraiment beaucoup plus pertinentes, performantes à l'usage qu'une très bonne optique photo qu'on utilise simplement en vidéo? Tu veux une réponse? Ouais. On y va. C'est du marketing. Merci. C'est purement du marketing. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des effets. Bien sûr que les nouvelles optiques Canon en VCM, avec la motorisation, apportent un léger plus. Mais comment on pourrait dire, si tu prends une optique qui est hyper rapide en AF et que la vidéo t'impose un travail avec un suivi de sujet qui peut être plus lent ou une variation de mise au point qui peut être plus lente, ça peut très bien être imaginé être mis en logiciel interne de l'appareil. Il y a déjà des marques qui font ça, qui adaptent. Tu réduis la vitesse. Tu réduis la vitesse de ton autofocus, ouais. Qui peut le plus, peut le moins. On peut très bien. Donc, on peut très bien y arriver. Ils ont sorti une gamme qui va faire certainement plaisir et rendre service à des vidéastes. Je ne nie pas la chose, mais il faut faire attention. Il ne faut pas l'imposer comme étant l'incontournable. Je ne visais pas que Canon. Non, mais je dis Canon, mais c'était parce que je pense à eux. Mais c'est vrai que leur gamme VCM avec toute la série, ils se sont inspirés des autres. Ils ont fait 35, 50, 24 en 1.4 en monture RF avec une motorisation adaptée plus à la vidéo. C'est bien, il y a d'autres marques qui le font aussi, mais il faut faire attention, quoi. Là encore, il ne faut pas... Mais Julie, elle a très bien dit, de toute façon, elle utilise plein d'optiques photo, donc peu importe, mais il y a des détails, là encore, il faut les essayer aussi, la durée de course de la bague de mise au point, par exemple, si on fait de la mise au point manuelle, c'est autant d'éléments dont on va se rendre compte à l'usage. Et tu as raison de dire que, finalement, il y a certains artifices ou slogans qui relèvent plus du marketing qu'autre chose. Il y a une feature qui est un peu indéniable, c'est le zoom motorisé, effectivement. Mais depuis l'EOS 5D Mark II, on ne fait plus de vidéos avec des zooms motorisés. J'ai l'impression qu'on a une espèce de retour au caméscope à papy, là, qui est un peu... je suis un peu dur. Qui est un peu chelou. Mathieu, est-ce qu'on te demande du zoom motorisé en vidéo en magasin? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Et après, de toute façon, là, moi, je rejoins Pierre-Marie, c'est justement
je reste quand même dans l'idée qu'un produit, plus il sait faire de choses, moins il sait bien faire les choses. Et c'est un peu bête, mais il faut quand même rester sur des produits un petit peu stabilisés, enfin spécialisés. Mais et ta question, du coup, j'ai complètement oublié. Non, je me demandais s'il y avait une demande en fait sur ces zooms motorisés ou si bon, Canon a fait le choix de le rendre optionnel. Donc il faut racheter un moteur en plus, mais les autres constructeurs ils l'intègrent. Hein. On a des zooms motorisés chez Sony, chez Fujifilm, chez Nikon bientôt. Enfin, il y en a. Non, mais je pense que la clientèle est quand même extrêmement sélecte là-dessus. Et après, c'est juste que voilà, on cherche à vendre le plus possible et offrir le plus de possibilités pour que justement l'utilisateur reste dans la marque jusqu'au bout. Que son achat soit intelligent. Ok, bon, allez, je redescends d'un niveau, je me calme et on change de... Ça m'agace, moi, cette histoire de zoom motorisé. Mais on change de thématique et on s'intéresse au paysage. Pierre-Marie, des recommandations en termes de caractéristiques optiques quand on veut se spécialiser ou se faire plaisir en photo de paysage. Alors, si tu veux te spécialiser, c'est que déjà, tu as une attirance pour le paysage. Donc, tu vas savoir les fondamentaux qui sont avoir une image de qualité du centre jusqu'au bord de ton image. Donc, avoir des objectifs qui soient de qualité jusque dans les angles. Donc, ou alors après ça, on l'obtient. Après, tout dépend là encore. Si on veut donner une signature ou un paysage, tous les objectifs en les fermant à f8 ou f11 vont être bons dans les angles, même les pires F11, des on va catalogues. commencer à s'approcher de la diffraction quand même. Non, quand même pas. Allez, F11, F16, F16, ouais, non. F16, ça F7 commence en plein format, F8, ça va. Enfin, en plein format. Oui, oui. En format 24-36, F8, ça va. Oui, Mais oui. tous les objectifs sont bons. Alors après, si tu veux faire, là encore, du paysage différent signé à travailler à grande ouverture, il va falloir, oui, savoir qu'il faut tenir compte de ça, c'est-à-dire dans les caractéristiques que l'on recherche, chercher des objectifs qui soient bons jusque dans les angles, puisque une photo de paysage... Autant un portrait, le flou dans les angles peut passer. Dans le rendu de l'image, on va pas le voir, puisque de toute façon, on va être axé sur le sujet, il y aura un peu plus de flou, un peu moins. On le voit en plus à la prise de vue maintenant avec les hybrides, donc on peut le gérer plus ou moins ça. Mais en paysage, si les angles sont flous, les angles sont flous. Hein. Donc ça, c'est plutôt embêtant. Ouais, c'est vrai. Donc, mais on peut déjà travailler là encore. On peut faire, évidemment, on pense, tout le monde pense au grand angle ou à l'ultra grand angle, mais d'abord, c'est souvent un piège parce qu'on risque de tomber dedans, de tomber dans l'image. Et puis on ne sait pas quoi choisir, parce qu'entre un 16, un 18, un Et puis, 20, il faut un 24, un 28... Et puis il faut Et savoir on prend un proposer l'image. 14-24, qui est souvent un très très bon choix de qui est zoom. très cher. Ça dépend, on en trouve tout à fait abordable. Je pense au 14-30 f4 chez Ouais, Nikon, Nikon, pour citer un élément. Il y a le Sigma 1424 de 8 qui est abordable, pour le coup, qui est excellent, un peu lourd. Et sinon, on va sur des 16-28, des 16-35, des choses comme ça. Mais sinon, je repense à ce que tu disais tout à l'heure, Mathieu, par rapport au téléobjectif en mariage. Moi, je suis très client aussi du paysage au télé, quoi. Et le paysage au 300 mm à la Ansel Adams, on compresse, on tasse les perspectives. Bon, en gros, on achète pourquoi un pas 302.8 et puis basta, quoi. Exactement. Le portrait, le sport, le paysage. 70-200 avec un convertisseur. Ouais. Non, après, juste pour sauter sur la question, une petite parenthèse, pour le paysage, je conseille surtout déjà deux marques, c'est vraiment Lumix et Fujifilm, surtout pour ceux qui débutent. Parce que le problème, c'est bien beau de faire la photo de paysage, il faut aussi avoir une belle colorimétrie, une belle profondeur. Et Fuji, avec les simulations de film, la modification en direct du JPEG, c'est hyper intéressant. Et Panasonic avec les luttes, c'est aussi très intéressant. Par contre, moi, j'invite ceux qui veulent faire de la photo de paysage, offrez-vous la focale que vous voulez, essayez-la. Pour moi, le point le plus important, c'est qu'il y ait un filetage. Les trucs bombés, c'est bien, mais c'est très chiant pour ça. Mais c'est très chiant parce que de toute façon, après, dès qu'on va vouloir mettre des filtres, des porte-filtres, là, on n'a plus rien. Et ça va commencer à coûter une Je suis pas fortune. d'accord parce qu'il y a des adaptateurs. Je parlais du 1424 tout à l'heure Sigma. Chez Nissi, par exemple, Qui on a en un front- super porte-filtre. Qui est en frontal bombé, hein, ce 1424. Ouais. C'est pas qu'il a... Oui, enfin, mais c'est surtout qu'il a un pare-soleil à demeure. Donc Oui. voilà, Donc oui, il n'a pas de donc, filtre. Oui. Mais il y en a des adaptateurs qui existent et qui permettent ensuite de glisser des filtres. Donc là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord. Par contre, il faut les transporter. Et là, l'encombrement, par contre, est pas négligeable. Mais de toute façon, en ultra grand angle, il faut viser les ultra lumineux si et seulement si on s'intéresse aussi à l'astro.
Ouais. Mais après, en vrai, le 1435 f4 est tout simplement suffisant déjà pour du paysage. Ça, c'est chez Canon. Oui, Et oui, 1430 chez Nikon, F4 et- 1435 en RF Canon, ouais. Et puis après, en fixe, tout à l'heure j'en parlais, hein, le 16 mm. Le 16 mm, ce qui est encore mieux, on s'offre le 16 mm en RF Canon, on essaie de trouver une vieille boutique photo et on fouille dans ses stocks de vieux filtres qu'il n'a pas vendus depuis les années 80. Et là, on dégote pour 3-4 euros des filtres incroyables. On fait aussi les brocantes. Brocante photo, c'est fascinant de trouver des vieux filtres pas chers, taille 46, taille 39, des tailles Allez qui à se trouvent Bièvre. Allez à Ouais. Bièvre. Ah oui, Bièvre, ouais, bien sûr. Ça adoucit l'image et on peut faire du portrait en macro. Exactement. Non, mais non, il faut aussi il faut penser à l'après, surtout dans la photo de paysage. Et le coût des filtres et des plaques, des fois, moi j'ai eu quelques clients où ils ne s'attendaient pas au montant. En fait, ils ne s'attendaient pas à mettre X centaines d'euros de nouveau. Ils auraient préféré s'offrir tout de suite. Là, tu marques un point, tu as raison. Ah, merci. Merci Benjamin. Ah, merci, c'est bon, je fais bien mon travail, ça va. Allez, on termine avec l'animalier et le sport, deux disciplines qui suivent grosso modo la même logique. Et on écoute le témoignage du photographe et réalisateur animalier Vincent Ranoux. Nous lui avons demandé quels étaient pour lui les critères d'une bonne optique et comment il voyait la construction de son parc. On l'écoute. Je dirais aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de marques qui proposent énormément de choses. Moi, en animalier, je suis beaucoup sur la focale fixe, donc majoritairement, on va dire sur du 400, 500, 600 mm, et avec une ouverture allant de 2.8 à f5.6, on va dire, tout dépend du coup de l'objectif derrière. C'est un sujet très très large, et j'ai commencé comme tout le monde avec on va dire avec cet esprit de coût au début. Parce qu'on a tous un budget et on va dire la photographie animalière coûte assez cher malgré tout, notamment parce qu'on fait de la photo ou vidéo en basse lumière. Donc voilà, au début, on part sur du f6.3, du f5.6 et puis au fur et à mesure du temps, on commence à pouvoir investir dans du f4, du f2.8. Mais déjà avec du f4 aujourd'hui, notamment les boîtiers que l'on a qui permettent de monter en ISO, ça nous permet finalement d'aller sur des optiques f5.6, f4 assez facilement et pouvoir monter facilement en ISO et récupérer tout ça derrière. Si j'avais 2 optiques à garder, ça serait un 70-200 en f2.8 qui me permet vraiment d'avoir quelque chose d'assez compact et léger. Et ensuite, en complément, on va dire plutôt aujourd'hui, moi, je suis sur du 500 f4, mais on peut jongler sur du 400 f2.8, 500 f4, 600 f4. Ça fait largement le travail en tout cas. Après, ensuite, il y a certains photographes qui utilisent également du 800 f5.6 qui est tout aussi intéressant. Vraiment, cette partie 800 permet vraiment d'aller chercher des sujets sans déranger. C'est ça qui est très intéressant sur les focales très très longues. On peut, un chevreuil, un renard ou autre à 200, 300 mètres, faire des choses intéressantes, en tout cas avec un cadrage intéressant avec ce genre d'optique. Et ensuite, j'ai quand même une focale un peu moins forte avec du 24-70, mais je m'arrête à 3 optiques, on va dire ça. Moi, je suis vraiment parti du principe, pour moi personnellement, sur la partie fidélité auprès d'une marque. Moi, je travaille beaucoup avec Sigma parce qu'on a vraiment une bonne cohésion et on a une manière de fonctionner qui cale vraiment bien. On peut tous avoir des problématiques liées à des optiques. Et là, quand on a un service et une marque qui est derrière pour nous dépanner assez rapidement, c'est ça que moi je considère le plus important. Bon, le 70-200 mm f2.8 revient quasiment systématiquement dans toutes les catégories de prise de vue. Il y a énormément de choix, évidemment, pour la photographie animalière, énormément de critères à prendre en compte. Pierre-Marie, on t'écoute. À quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on choisit une optique pour de l'animalier ? Il faut déjà savoir l'étendue de sa pratique. C'est-à-dire que si on a une pratique polyvalente, il faut partir sur une solution polyvalente. Un zoom 150-600 ou 150-500, selon les marques. Ouais, c'est un beau truc, un bel outil ça. Moi, si j'avais eu ça quand j'ai débuté en animalier il y a longtemps, j'aurais été aux anges parce que ça permet de faire énormément de choses. On part en billboard, le nez au vent, on rajoute un 24 parce qu'on ne sait jamais. On peut croiser un coucher de soleil, ça arrive. Un 150-600 et on est tranquille toute la journée. Après, évidemment, si on veut faire
mettons, si on a une pratique qui est plus ciblée sur de l'oiseau, il faut des longues focales, puisque en France, les oiseaux ont tendance quand même à se sauver rapidement. Donc là, oui, on arrive sur le règne des grands télés, mais là, c'est pas le même tarif non plus. Et puis, le 600 d'un 150-600 permet déjà de découvrir énormément de choses, parce qu'avant, là encore, hein, c'est bien beau de s'acheter un 600 mm, mais il faut savoir l'utiliser, et puis il faut y aller quand il faut aller en paysage, en animalier. Il faut se lever à 4 h du matin par tous les temps, par moins 30. S'acheter des doigts, parce qu'en général, on les laisse sur le terrain. Non, ça, c'est pas le sujet, Pierre-Marie. On a l'outil, ça suffit. Oui, après, ce qu'on en fait. D'accord, ok. Et puis après, voilà. Mais après, si on veut faire du sport, c'est sûr, si c'est du sport en salle, un 150-600, il va pas être très adapté. Ni en sous-bois, d'ailleurs. Hein. Ni en sous-bois. C'est vrai que ça va être un petit peu plus délicat, mais c'est très universel, et je te rejoins. D'ailleurs, on a parlé du paysage juste avant. Pareil, hein, photo de paysage au 150-600, perso, je suis très très client. Pour être plus extrême, en micro 4 tiers, on a des 100-400 qui donnent des équivalents 200-800. 150-600. Et voilà. Aussi. Et un 150-600 qui vient de sortir chez OM System. Sigma, OM System. Oui. Hashtag Sigma, peut-être. Donc ça, c'est aussi des solutions qu'on va dire très extrêmes. Mais tu as raison aussi de souligner ce point d'usage, Pierre-Marie. Il faut savoir les utiliser. Il faut savoir voir, appréhender ces focales un peu extrêmes, bien être à l'aise, bien stabiliser son matériel. Mais bon, ça, c'est quand même assez facile, notamment en micro 4 tiers. Les systèmes sont redoutables et légers. C'est vraiment chouette. Et la différence, elle va se faire là. Elle va se faire dans les conditions de lumière, en fait. Et c'est là qu'il va y avoir une énorme différence entre les 70-200 de l'8 ou 100-300 de l'8 chez Canon, qui est une merveille. et voilà, quoi. Mathieu, est-ce que les gens ont confiance dans les multiplicateurs de focales? Parce que moi, j'ai quand même toujours eu cette sensation de se dire, OK, on va venir rajouter un bout de lentille à l'arrière d'un objectif, je vais forcément perdre en qualité. Les seules personnes actuellement qui s'offrent des multiplicateurs de focales dans mon magasin, ce sont juste les photographes reporters, journalistes qui ont besoin absolument de la photo. Ils ont toujours leur 70-200 x2 aux fesses, et puis après c'est parti. Ils ont le x2 qui arrive, mais c'est tout. Après, sur de l'ultra téléobjectif, non. Par contre, ce que je vois de plus en plus, ce sont les gens qui s'offrent les Z8, les R5 et les 7 R5, qui prennent les ultra télé en 200-800, 200-600, 180-600, et qui profitent de l'effet multiplicateur en passant en APS-C, en fait. Ouais. Et ça, on le voit de plus en plus. Et puis après, quand on y réfléchit, hein, il y a des combinaisons Canon faisables très intéressantes avec le R5 pour atteindre des puissances de focale démesurées. Ouais, c'est quand même pas tout à fait le même prix. Vous les avez testés, Pierre-Marie, les multiplicateurs? Alors, il y a une concession qu'il faut faire au niveau de l'ouverture. Hein. De mémoire, on perd un diaph avec le multiplicateur 1,4 et 2 diaph avec le multiplicateur de 2 fois. C'est ça. Et en termes de picouillage, est-ce qu'on perd beaucoup ou on perd pas du tout? Alors, en fait, tout dépend. ça vaut 500 balles un multiplicateur, hein, je crois. Selon les marques, oui, c'est entre 500 et 1000 euros, oui, un multiplicateur. Selon les objectifs, tu vas perdre plus ou moins. En général, dans les marques, les multiplicateurs sont dédiés sur des longues focales. Par exemple, le 400-2.8, c'est typiquement l'objectif qui est fait pour avaler, on va dire, un multiplicateur 1,4, voire un multiplicateur 2. Si tu mets ça, ce qui est possible de le mettre, sur un zoom 150-600, là, évidemment, il ne reste plus grand-chose au niveau du capteur quand même. Hein. Les photons, il faut qu'ils aient le moral pour traverser tout ça. Ouais. Mais après, c'est toujours la tentation. La psychologie des photons. Oui, non, mais c'est la tentation d'aller chercher la focale la plus longue possible, parce qu'on a l'impression que ça va nous ramener l'image la plus importante possible et la meilleure possible. Donc là encore, c'est des outils que nous, en général, on les teste. On a des reproches, les gens nous demandent de les tester, mais moi, je me refuse à faire ça parce que c'est un emmerde. Non, mais c'est forcément, on s'en va vers des déconvenus de qualité, de choses. C'est pas Alors, ça peut dépanner. Comme dit Mathieu, il y a des reporters, ils vont pas emmener 2 focales. Quand le gars est sur le terrain avec un 70-200, il est content d'aller chercher au 400, et puis même si l'image elle est pas parfaite, il l'a. C'est ça. Mais si on va sur le terrain, plutôt que d'acheter un 70-200 et un doubleur, acheter un 150-600 et puis faites du sport ou de l'animalier avec ça. Ou alors, pour être assuré, il faut acheter un système qui est complètement optimisé, donc les optiques qui comportent un convertisseur intégré. Et ça existe aussi. Chez OM System, il y a un formidable 150-400, c'est ça, je crois. Chez Nikon, il y a un 400 2.8 convertisseur intégré aussi.
Donc, c'est des outils qui sont optimisés de A à Z avec un convertisseur en interne. Et puis, pour préciser aussi, on peut faire en animalier de la macro. Donc, il y a un 105 macro Sigma qui peut être utilisé avec des convertisseurs, ce qui est assez rare. Et on peut le signaler. Voilà. Ok. Pour conclure, un petit mot sur les accessoires qui peuvent un peu graviter autour des optiques et des objectifs. Alors, on a déjà évoqué les filtres très rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Bon, ça n'existe plus, les constructeurs qui livrent des objectifs sans pare-soleil, ou c'est toujours... Si, ça existe encore. Ça existe. Donc C'est le juste, pare-soleil, quoi. Non, mais attention, le pare-soleil, c'est un indispensable. Les porteurs de lunettes vous le diront très bien, hein. Dès que les lunettes sont un peu sales, dès qu'on met une casquette, hop, on voit tout de suite beaucoup mieux. Et le pare-soleil fait exactement le même effet. Donc ça, pour le pare-soleil, il reste un indispensable. Je comprends pas justement pourquoi ça n'est pas fourni toujours. Ton même 16 pour les mm émetteurs. f2.8 dont tu parlais, Ah, non. Canon, no pare-soleil. Non, mais de toute façon, rarement. Enfin, Canon, encore, les gammes amateurs n'ont pas accès au pare-soleil. Et C'est un bout de plastique quand même. Oui, ben, Ou de métal chez certains. Alors oui, de métal pour certains. Non, mais après, c'est encore, comment dire, le prix, justement, n'est pas toujours justifié. Encore, il y a des pare-soleils qui valent une fortune. Ils sont faits en carbone, ok. Il y en a, ils ont les feutrines. Il y en a, ils ont la fenêtre pour le polarisant. Je peux comprendre que ça vaut un certain prix. Mais ça, c'est sur des optiques à 15 000 €, donc Ouais, c'est inclus exactement. dedans, quoi. Et voilà, c'est inclus dedans. Et justement, pour les optiques amateurs, moi, je comprends pas justement qu'il n'y ait pas un petit pare-soleil juste pour la symbolique, quand même. Donc, accessoire indispensable, le chiffon microfibre, bien sûr. Le Camara, bien sûr. Ah bon, ça en a fait. Oui, on en a. En goodies ou à vendre? Non, alors, mais ça dépendra où tu vas. Chez moi, je le donne, mais après... Non, mais après, il n'y a pas forcément d'accessoires indispensables. Par contre, si vous offrez un objectif d'occasion et qu'il devait y avoir un collier, des fois, c'est qu'il y a une raison. Le collier de pied, Donc, c'est important que tu en parles. Hein. Ouais, non, les 70-200, s'ils ont un collier de pied, c'est qu'il y a une raison. Les 400 aussi. Donc faites attention à ça, par contre. Les 150-600 dont on a parlé, mine de rien, c'est quand même pas mal. Si on est en affût, de pouvoir le mettre sur une optique, une rotule pendulaire ou quelque chose comme ça, c'est quand même bien pratique, quoi. Non, il faut faire attention à ça. Après, dans les accessoires, il y a aussi les camouflages pour les ultra télé qui sont quand même très pratiques. Bon, maintenant, il y a les flocages aussi, un petit peu à la mode en ce moment sur les réseaux, de floquer son objectif. On peut pimper, d'accord. Ok. Ouais, Exhibit, si tu nous écoutes. Hein. Mais non, après, en termes d'accessoires, là, tout de suite, non, là, je vois pas. Après, tu as les classiques pour soufflantes, stylo. Ouais. C'est, voilà, bon, on conseillera peut-être juste quand même, et vous m'arrêtez si je dis des bêtises, pour ceux qui utilisent des objectifs avec des lentilles frontales non bombées, qu'on fasse du paysage, du sport, de l'animalier, du reportage, de la street, n'importe quoi, un petit filtre UV devant qui casse au lieu de casser la lentille frontale en cas de choc. Bah oui. Tout le monde, c'est pas mal, quoi. Tout le monde a les réseaux sociaux, tout le monde a vu ce fameux filtre complètement explosé, et le fil de protection est quand même un indispensable. Et il y en a tous les budgets, hein, de toute façon. Après, mettez quand même un petit peu les sous dedans. Il faut quand même pas dénaturer son objectif. Comme pour tout, il faut de la cohérence du début à la fin de la chaîne. Allez, on conclut sur ces mots. Merci beaucoup Pierre-Marie. Merci beaucoup Mathieu.